Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse des articles que vous avez préférés d'Eric Cosmos, avec au menu cette semaine le choix de la Finlande pour le F-35, l'insolente réussite d'Airbus qui enchaîne les succès, le basculement stratégique de l'Australie qui abandonne ses hélicoptères Airbus au profit des Américains, le nouveau drone Moyave qui a été présenté par General Atomics, mais on commence par mon dossier de la semaine sur les armes à effet cinétique, c'est-à-dire qu'elles sont non explosives. C'est une idée ancienne évidemment, je ne parle pas des flèches et des boulets de canon, mais d'abord des canons hypersoniques qui ont été développés aux États-Unis dans les années 80 et les années 90 contre des blindés, avec des tests convaincants, notamment le Compact Kinetic Missile de 45 kg qui atteignait Mach 6,5, mais qui a été abandonné parce que c'était compliqué de l'intégrer sur les Humvee. Du coup, ce sont les avions qui ont été les premiers à permettre une utilisation opérationnelle d'armes non explosives, et les Tornado britanniques ont utilisé pendant la guerre du Golfe en 2003 des bombes de 455 kg en béton sur les chars de Saddam Hussein. Et la France, de son côté, a utilisé des bombes d'entraînement de 250 kg en 2011 sur les chars de Kadhafi avec la même efficacité. Évidemment, entre la vitesse de l'avion et l'altitude, avec un guidage identique à une bombe habituelle, l'efficacité était garantie, c'est-à-dire que les chars ne peuvent même plus se cacher en ville pour éviter les bombardements aériens. Les États-Unis, de leur côté, ils auraient même développé une arme dédiée dont l'existence a été révélée par Bellingcat, le R9X, qui est une adaptation du missile Hellfire qui déploie 6 lames géantes coupantes qui s'abattent sur les véhicules et donc qui garantissent de tuer tous les occupants, alors qu'une bombe inerte, potentiellement, si elle ne touche qu'une partie du véhicule, peut-être qu'il pourrait y avoir des survivants à bord. Et là, on voit sur ces images des coupures très nettes. Ça montre que les parois du véhicule ont été découpées par ces lames, même si aujourd'hui on n'a pas l'officialisation de l'existence de ce système. Mais là, tout ça, ce sont des systèmes qui ont une capacité de toucher des blindés. On est sur des projectiles qui ont quand même une capacité qui est limitée. Or, il y a des possibilités d'aller beaucoup plus loin. Et c'est notamment ce qu'on vient chercher avec des canons hypersoniques de beaucoup plus grosse taille. Par exemple, celui qui a été produit par Saddam Hussein, qui aurait été le plus grand canon du monde, 156 mètres de long, 1 mètre de diamètre, avec des obus qui pouvaient toucher à 500 km de distance, voire même se trouver en orbite terrestre. Ça a été abandonné parce que le concepteur principal du projet, un Canadien, a été assassiné, je ne sais pas par qui. Ensuite, il y a les États-Unis qui ont déployé beaucoup de moyens et d'argent pour essayer de développer un système. Ils ont abouti avec un canon qui, dans les tests, pouvait tirer à 150 km de distance à Mach 6. Et évidemment, l'effet à l'impact était supérieur à un missile de croisière Tomahawk, même s'il n'y avait pas d'explosif à bord. Le problème, c'est évidemment que la température en sortie du canon était supérieure à 25 000 degrés, ça crée un plasma qui est incroyable de chaleur, ça use les pièces de manière accélérée, et donc il y a eu un abandon de ce concept en 2021, même si certains continuent à travailler sur ces fameux canons hypersoniques. Mais on a imaginé des concepts qui sont encore plus lourds, avec par exemple des fléchettes qui étaient placées sur des satellites dans les années 70, évidemment elles étaient prêtes à être tirées en permanence, ça a été abandonné, mais surtout en août 1995, les États-Unis ont testé un missile intercontinental sur laquelle la pointe était durcie, et ça a permis de s'enfoncer sur une dalle de granit sur 10 mètres de profondeur. C'était plus que toute arme à pénétration anti-bunker. Sauf que, évidemment, s'il n'y a pas d'explosif, il faut avoir une précision qui est absolument incroyable et qui est très difficile à atteindre, évidemment, avec les missiles balistiques. Donc ça a été abandonné. Mais après les attentats du 11 septembre 2001, l'Amérique de Bush s'est dit il faut qu'on soit capable de toucher toute la Terre entière en moins d'1 heure, et ça a été le programme Prompt Global Strike qui a abouti à la création des 2 premiers vrais planeurs hypersoniques de l'histoire, le HTV-2 sans charge explosive et l'Advanced Hypersonic Weapon qui lui a un explosif. Les planeurs ont été testés en 2011, mais le HTV-2 a eu 2 tirs qui sont révélés être un échec malgré le fait d'avoir atteint plus de Mach 20, tandis que l'HW de son côté a réussi à dépasser les Mach 8 et toucher une cible qui se trouve à 3700 km de distance avec une précision inférieure à 10 mètres. Donc de ce côté-là, c'était un succès, mais cette volonté de précision ultime qui est très difficile à atteindre, qui coûte très très cher, explique en partie l'impression qu'on peut avoir que les États-Unis sont en retard sur la Chine et la Russie, parce que de leur côté, évidemment, les Russes et les Chinois, la Chine, elle a le DF-17 qui va entre Mach 5 et Mach 10, les Russes, ils ont l'avant-garde qui va entre Mach 20 et Mach 25, avec 1 tonne de charge utile. Eux, ils sont équipés d'explosifs, voire même potentiellement d'armes nucléaires. Et ça, évidemment, c'est un gros souci, puisque la force qui est ciblée par ce planeur hypersonique ne sait pas si elle va recevoir une charge conventionnelle, si on va juste taper sur un bunker ou sur un porte-avions, ou si c'est vraiment un tir nucléaire auquel il faut répondre également par la charge nucléaire. Donc c'est vraiment un jeu dangereux auquel jouent les Chinois et les Russes sur ce coup, et on ne peut pas dire que c'est les Américains qui commencent la prolifération, puisque en l'occurrence ils ont pris du retard puisqu'ils voulaient avoir quelque chose de conventionnel, mais là aujourd'hui très clairement ils se donnent les moyens de rééquilibrer un petit peu la balance de la terreur,
3,8 milliards de dollars qui vont être investis en 2022 pour développer les planeurs supersoniques et 40 tests qui vont être conduits dans les 5 prochaines années. Donc on sait que quand ils veulent, avec les moyens qu'ils ont, sachant qu'ils ont déjà beaucoup avancé dans les années 2000 et 2010, logiquement ça devrait quand même aller assez vite maintenant. On reste dans le militaire avec le choix de la Finlande en faveur du F-35. Pour rappel, la Finlande c'est un pays qui est officiellement non aligné. Elle ne fait pas partie de l'OTAN, évidemment elle n'est pas dans le bloc de l'Est, mais elle avait par le passé des MiG-21 ainsi que des Saab Draken qui ont été remplacés entre 1990 et 2000 par 64 F-18, et ceux-ci doivent arriver en fin de vie en 2030. Donc il y avait le programme HX pour acheter un nouvel avion multimission avec une capacité de guerre électronique offensive. Boeing offrait 50 F-18 EF Super Hornet avec 14 Growlers qui sont dédiés spécifiquement à la guerre électronique. Lockheed Martin proposait le F-35A. Airbus offrait le Typhoon sur la tranche 4, le Rafale de Dassault évidemment au standard F4 et le Saab de Gripen dans la version NG, renforcé par 2 avions GlobalEye qui sont vraiment dédiés spécifiquement à la guerre électronique. Il y a une évaluation qui a eu lieu entre janvier et février 2020. Lockheed a voulu réaliser une démonstration de force en envoyant 4 appareils au lieu des 2 qui sont demandés par les évaluateurs, mais pour des raisons logistiques, seulement 2 F-35 ont réussi à traverser l'Atlantique, et même pire d'ailleurs, un des 2 avions avait tellement de problèmes quand il est arrivé qu'il a pu réaliser que 60% du programme de vol, notamment à cause d'un problème logiciel. Le froid intense qui règne en Finlande à cette période de l'année provoquait un bug qui faisait apparaître à tort les batteries comme étant déchargées. Donc à cette époque-là, tout le monde considérait que le F-35 était quasiment éliminé, d'autant que les évaluations des autres avions se passent bien et que la presse locale donne 3 avions favoris, le F-18, l'Eurofighter et le Rafale. Dans la suite du processus, il y a ensuite la remise d'un rapport complet qui comprend des échanges technologiques, des questions industrielles, des questions du coût, et le F-35 propose la création de milliers d'emplois de haute technicité, l'ouverture d'une ligne d'assemblage pour le moteur F-135 sur lequel il y a beaucoup de difficultés, notamment d'approvisionnement directement en Finlande, des partenariats avec les universités, mais il s'engage aussi à ce que le F-35 puisse réaliser le même nombre d'heures de vol que l'avion précédent, tout en restant dans l'enveloppe des 250 millions d'euros par an qui ont été prévus. Pour rappel, aujourd'hui, le F-35 qui coûte 38 000 $ de l'heure de vol, il y a un objectif de descendre jusqu'à 25 000 $ de l'heure de vol en 2025, personne n'y croit aux États-Unis en tout cas, mais en imaginant qu'ils y arrivent, ça permettrait, avec 250 millions d'euros, de faire à peu près 10 000 heures de vol par an, ce qui veut dire seulement 150 heures par avion. Pour rappel, un Rafale, ça fait entre 270 et 300 heures de vol par an en moyenne, donc cette offre, en termes de crédibilité économique, aujourd'hui, personne n'y croyait réellement, donc vraiment le F-35 paraissait éliminé. La dernière étape, ça a été un wargame pour départager les concurrents, et l'annonce a été officialisée le 10 décembre. C'est une victoire du F-35 qui obtient la note de 4,47 et le deuxième compétiteur a seulement 3,81. Ça va être un contrat pour 8,4 milliards de dollars avec 4,7 milliards pour les avions, 750 millions d'euros pour le package d'armement initial, 2,9 milliards d'euros pour les équipements complémentaires, l'achat des pièces détachées, la formation des pilotes et les solutions de maintenance jusqu'en 2030. Par contre, de 2030 jusqu'à 2070, il n'y a pas d'engagement sur les tarifs, c'est un peu comme la Suisse. Ils se sont engagés sur les prix jusqu'en 2031, mais après, pour les 30-40 années qui vont suivre, il y aura certainement la facture qui va être un petit peu plus salée que ça. En tout cas, la Finlande suit le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas, la Belgique, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Suisse et la Pologne avec le F-35, ce qui va faire de l'avion américain, l'appareil le plus utilisé par les forces aériennes européennes en 2030. C'est beau, l'indépendance stratégique et la volonté de coopération en Europe. On parle encore du F-35, mais cette fois-ci en bien, accrochez-vous, avec la bombe intelligente, la Stormbreaker qui vient d'être validée sur le F-35B. Et ça représente réellement une avancée opérationnelle pour l'avion, puisqu'évidemment c'est une munition guidée, ça c'est obligatoire, ça devient la norme pour réduire les bavures et avoir un effet très important à une époque où on ne peut pas déployer des centaines et des centaines de bombardiers en même temps, il faut que chaque bombe aille directement au but. Sauf que ces bombes intelligentes de haute précision, eh bien elles souffrent d'un défaut majeur, c'est qu'évidemment il faut qu'il y ait un visuel sur la cible, soit par l'avion qui va viser, soit par un désignateur, ou par la bombe elle-même qui doit être capable de reconnaître sa cible. Du coup, quand il y a des nuages, quand il y a de la forte pluie, quand il y a de la neige, du brouillard, de la tempête, ça va réduire la possibilité d'agir, et même les opérations militaire, l'imposé d'assaut par un avion, un hélicoptère qui va se faire lever des nuages de sable, les explosions, tout ça, ça fait que ça réduit la visibilité et du coup on ne peut pas se servir des armes dans ces conditions. Donc depuis 2006, il y a Raytheon qui travaille, qui a quand même investi 850 millions de dollars
pour aboutir à l'évolution de la SDB, la Small Diameter Bomb, qui s'appelle normalement la SDB2, qui a été renommée Stormbreaker, puisque, comme son nom l'indique, elle est capable d'être utilisée dans toutes les conditions météo, malgré l'absence de visibilité. Évidemment, il y a la possibilité de tirer sur des coordonnées GPS, mais il y a aussi 3 systèmes d'acquisition des cibles. Un radar à ondes millimétriques qui suit la cible en temps réel, même si elle est en mouvement, une imagerie infrarouge qui permet de discriminer et de classer les cibles, notamment pour pas se tromper sur ce qu'on est en train de viser, et il y a également un laser semi-actif. La portée elle est de 70 km, ce qui est très important, puisque cette bombe, elle va avoir des ailes qui vont se déplier, ce qui peut permettre de faire du vol plané, et c'est une ogive à charge creux qui est capable évidemment d'être efficace contre des blindés, contre des bâtiments pas trop durcis, contre des bateaux. Elle avait été intégrée en 2019 sur le F-15, maintenant elle vient d'être validée sur le F-35B, évidemment par la suite elle va être intégrée sur tous les autres appareils, F-16, F-18, tous les bombardiers, mais son grand intérêt, notamment pour le F-35, c'est sa petite taille. Parce que vous savez que le F-35 est obligé, pour rester furtif, de mettre les bombes dans ses soutes. Or, les soutes étant très petites, ça réduisait fortement ses capacités de bombardement. C'est pour ça notamment qu'on pense beaucoup à des binômes entre le F-35 qui, par exemple, détruirait, grâce à sa furtivité, des sites de radar et des sites de missiles sol-air. Et ensuite, c'est le F-15 qui viendrait faire du bombardement un peu plus massif derrière. Donc là, le fait d'avoir ces plus petites bombes qui peuvent tenir plus facilement dans les soutes internes du F-35, ça va lui donner plus de capacité, sans toutefois atteindre l'objectif initial, puisqu'à la base, il devait pouvoir avoir 8 bombes SDB2 dans ses soutes, mais en mars 2015, on s'est rendu compte que les soutes étaient trop petites, j'étais obligé de finir par un point négatif sur le F-35. On passe dans le civil avec une info sur la réussite insolente d'Airbus, qui continue à gagner des parts de marché sur le moyen courrier. On le savait, Airbus avait déjà vendu plus d'Airbus A320 que Boeing n'avait vendu de Boeing 737, toutes générations confondues, alors que, évidemment, le Boeing a 20 ans de plus. Et là, dans les dernières années, ça avait même tendance à s'accélérer, avec l'A320 Neo, qui est clairement un grand succès à l'export, comme d'un point de vue technique. J'avais déjà parlé de la réussite d'Airbus, qui avait très clairement dominé Boeing sur le salon aéronautique de Dubaï, dans lequel il y avait plus de 400 avions qui ont été vendus, contre à peine 80 pour Boeing. Mais là, on parle de 2 appels d'offres pour des utilisateurs historiques de Boeing qui viennent d'être gagnés. L'un pour Qantas, qui utilise des Boeing 717, des 737 NG, ainsi que des Fokker 100. Et de l'autre côté, le duo KLM Transavia qui était sur des Boeing 737 NG. Tous les deux ont été gagnés cette semaine par Airbus. Donc évidemment, ça souligne aussi l'intérêt de la 321 XLR. Pour rappel, c'est un avion monocouloir, long courrier, qui permet d'assurer des vols à très longue distance, tout en ayant la possibilité de le remplir facilement, puisque c'est un avion de petite taille, moins de 250 sièges, et c'est un appareil qui n'a pas de concurrent, il n'y a qu'Airbus qui puisse le vendre. Il a été vendu à Qantas au Bourget 2019 à quelques dizaines d'exemplaires, et ça a permis de mettre derrière le pied dans la porte, notamment pour fournir une centaine d'avions de la gamme Airbus entre les A220, les A320 Neo et encore d'autres A321 XLR. KLM et Transavia de leur côté, c'est une centaine d'A320 et A321 Neo, ainsi qu'une soixantaine d'options d'achat. Et dans le même temps, on souligne aussi qu'Air France KLM a acheté 4 Airbus A350, donc la grosse version pour le fret, ainsi que 4 options, ce qui veut dire qu'on est déjà à 4 clients après Singapore Airlines qui a également fait cette annonce cette semaine, et donc tout ça, ça conduit aussi certains analystes à commencer à s'inquiéter ouvertement pour Boeing, puisque on avait déjà cette domination qui était clairement affichée sur le moyen courrier, mais si Airbus commence à prendre pied sur le long courrier, et notamment sur le fret, qui est quasiment la chasse gardée de Boeing, ça va commencer évidemment à être très très compliqué sur le long terme. On passe avec un petit peu de géopolitique avec l'Australie qui continue à s'éloigner, en tout cas pour ses matériels d'armement, de l'Europe avec la fin du MRH 90 en Australie. Pour rappel, en 2021, le pays avait déjà annoncé le retrait du Tigre, le C662, et son remplacement par 29 AH-64 Apache de Boeing, malgré l'offre pour porter le Tigre au standard Mark III et une garantie de maintien en service jusqu'en 2040, j'en ai parlé la semaine dernière, mais c'est désormais la version locale du NH90 qui s'appelle le Taipan qui va être sortie de la flotte, alors qu'il y avait eu 47 achats en 2007, un contrat de modernisation pour 12 Taipan pour les forces spéciales en 2019, et même que le commandant en chef des forces armées australiennes avait pour sa part qualifié le MRH 90 d'hélicoptère extraordinairement avancé, pas plus tard que l'année dernière. Mais tout d'un coup, il y a des critiques. Il faut une porte latérale de plus grande taille. Alors on peut pas clairement dire que c'est une découverte, ça c'est pas quelque chose qui est totalement nouveau. Et il reproche aussi des questions sur la disponibilité qui est jugée peu fiable, avec des difficultés sur la maintenance qui sont évidentes, qui sont dans tous les pays qui possèdent des hélicos.
et qui a mené à l'interdiction de la flotte de NH90 en Australie l'été dernier. Il y a des solutions qui étaient en train d'être trouvées, sauf que là, tout d'un coup, sans préalable, finalement l'Australie annonce l'achat de 40 UH-60M, le fameux Black Hawk, ce qui va compléter les 12 UH-60R, le Seahawk, qui ont été achetés en octobre, et l'explication donnée, elle est difficilement acceptable, puisque ces deux appareils sont justement pointés du doigt par la Cour des comptes américaine, le GAO, en soulignant qu'il atteint 0 fois son objectif de disponibilité aux États-Unis entre 2011 et 2019. Donc remplacer soi-disant un hélicoptère qui a une faible disponibilité par un appareil avéré dont on sait qu'il a des problèmes de disponibilité aussi, c'est compliqué. En plus, en disant que ça va leur coûter moins cher d'acheter des hélicos neufs que d'assurer la maintenance correcte de ceux qu'ils ont déjà aujourd'hui. Accessoirement, le MRH90, il est largement supérieur. Sa structure en composite en forme de diamant avec les prises d'air à la verticale permet d'avoir la meilleure furtivité de sa catégorie. Il peut transporter jusqu'à 20 commandos équipés sur 900 km, alors qu'il y en a seulement 11 sur 500 km sur le Black Hawk. Et très clairement, il s'agit d'un revirement qui est politique, qui n'est pas lié aux performances de l'hélicoptère, et ça s'inscrit dans la lignée des renoncements que l'Australie a fait vis-à-vis de l'armement européen. Je ne parle plus des sous-marins et du Tigre, mais c'est aussi de mauvais augure pour l'appel d'offres qui a été lancé mi-2020 pour le plus petit appareil de la catégorie, dans lequel Airbus proposait un H145M qui est opposé à Bell avec son 429, qui est proposé de son côté par Babcock. Une dernière news militaire avec les drones et General Atomics qui vient de dévoiler la dernière évolution de son MQ-1 Predator qui est entré en service en 1995, qui s'appelle le Mojave. Sa grande force, c'est qu'il est capable de réaliser ses opérations sans piste de décollage, il peut décoller sur un terrain non préparé, très court, et il a une vitesse d'atterrissage qui est inférieure à 40 nœuds. Il a été conçu pour des missions d'attaque au sol ou des missions de renseignement, il a une très grande flexibilité, il est facile de changer de configuration du mode attaque au sol vers le mode ISR, et il est même déployable en seulement 1h30 par 4 personnes. Le Mojave, il possède une charge utile qui est record pour un avion short take-off and landing, avec 12 missiles Hellfire, et avec son 1600 kg de carburant, il peut voler 3 heures avec la charge maximale, ou même 8 heures s'il est sur une mission de renseignement. Du côté des options, il y a des capteurs électro-optiques infrarouges, il y a un radar à ouverture synthétique qui permet de suivre des cibles qui se déplaceraient au sol jusqu'à 75 km, et il a également des capteurs qui permettent de capter les radars ennemis, ce qui permet en fait de les identifier et de les retrouver par triangularisation. Quand on sait d'où vient le radar, ça permet ensuite de le cibler et donc de le détruire. C'est simple, c'est pas cher, ça reprend l'avionique et les systèmes de contrôle du MQ-9 Reaper et du MQ-1C Grey Eagle de l'Army, et il a une voilure élargie, un train d'atterrissage plus long que sur les versions précédentes, ce qui évidemment l'éloigne du sol et donc il va ingérer moins de poussière, et il a du coup son turbopropulseur qui est renforcé à 450 chevaux, c'est ce qui lui donne la puissance capable de décoller sur une très courte distance. On finit avec un peu d'aviation durable avec Zero Avia, le spécialiste des aviations à hydrogène qui vient d'annoncer un accord avec De Havilland pour le développement d'un Dash 8 400 à propulsion électrique hydrogène. Pour rappel, Zero Avia développe déjà un groupe motopropulseur qui s'appelle le ZA2000, qui aura une puissance de 2 MW, l'objectif étant de faire voler des avions régionaux de 76 places sur plus de 500 nautiques. Vous vous rendez compte qu'on est quand même sur la deuxième entreprise qui va nous faire des vols avec des avions à peu près 70 sièges dès 2026, après Universal Hydrogen qui avait proposé le rétrofit et qui a déjà eu des clients pour transformer des ATR-72 en version hydrogène. Maintenant avec Zero Avia, donc ça avance quand même beaucoup plus vite que ce qu'on croyait. Il y a quand même à peine un an, personne ne croyait qu'on ferait des avions à hydrogène pour 2035. Maintenant on nous parle de 2026. Donc la décarbonation du secteur est en marche, mais après il va falloir un petit peu l'intensifier et nous mettre également de l'hydrogène propre pour que ce soit intéressant. Aerocosmos, je vous remets le magazine. Surtout, il y a un numéro spécial qui est sorti cette semaine, qui est vraiment super sympa, sur le super étendard. Donc ça, c'est la petite splendeur de la semaine. La semaine prochaine, il n'y aura pas de revue de presse, mais on continuera à faire des petites vidéos un petit peu différentes. N'hésitez pas si vous avez des questions d'ici là. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et puis, passez du coup un joyeux Noël. Et je vous dis, en 2022, on se retrouvera avec le sourire. Ciao.